Bon, est-ce que la finale de Ted Lasso, c'est un sujet de conversation important à Paris, Alex? Est-ce que ça y en a été question? Ben, si c'eût été le cas, ça ne m'aurait pas rejoint parce que... Non, dans les coulisses de Roland Garros. J'ai pas du tout écouté Ted Lasso encore. Moi. Non, mais c'est pas ça. Pour vrai? Oui, mais j'ai pas cette Je plateforme-là. Je suis pas abonné à toutes les plateformes, moi. Je suis pas Non, il n'y a pas le temps. milliardaire. Non, c'est ça. Non, mais c'était pas ça la question, Alex. J'en ai pas Est-ce entendu qu'il y a- parler. Non, non. Pas du tout. C'est quoi le sujet de On parlait de conversation Roland Garros. à Paris? Non, mais mis à part le tennis, C'est beaucoup c'est ça. juste ça. Dans les cercles que je fréquentais, il était surtout question de OK, tennis. rien d'autre. Ben, pas vraiment. Là, on passait nos OK. journées là, au stade. Bon, d'accord. Alors, écoute, non, j'ai pas... OK. j'ai pas ça. Martin veut parler de Ted Lasso. On va en parler. Non, je ne veux pas en parler. Hey, on va en parler, Mais là, j'ai après ça, il dit. était beau des questions traditionnelles. Là. Il était question du Québec quand ils nous... Ah, quand ils le nous cousin, rencontraient. pour vrai? Une fois, les cousins canadiens. Une fois, j'ai entendu. Une fois. Écoute. J'ai dit à la dame, j'ai dit, c'est la première fois qu'on l'entend. Depuis qu'on est arrivé, je veux dire, on est content. Vous avez la palme de l'originalité. Mais sinon, ça a pas mal été ça. Puis vu qu'on passait nos grandes journées là-bas, ben, ça jasait tennis, tu sais. Uh-huh. Et Roland Garros. On n'est plus. Le Canada, c'est fini, nous autres. Ben là, Bianca Andreescu fini. est en finale du double mixte. Ah, et ils t'ont ramené quand même. Je sais. Puis Leila Fernandez est encore en vie dans le double dame. Le double dame, c'est comme ça qu'on appelle ça? Eux autres, oui. C'est Ah, ça le vient de tableau là. double dame. Ça sonne comme autre chose. Je sais pas. Les DDs. OK. Mais oui, donc, elle est toujours en vie dans le tableau en double féminin. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a Djokovic qui pourrait battre le record de Ça titre nous en intéresse Grand pas. Chelem. Non, lui, garde. C'est quand même un tournoi intéressant. Tu sais, c'est passé beaucoup de choses, le Djoko avec le Kosovo. Je me suis ramassé à faire beaucoup de converses géopolitiques, finalement. Pourquoi? Au fait d'abord avec Pourquoi? Alain Gravel, ton chum Gravel, qui m'a appelé. Alain. Eh Parce qu'il oui. va. Mais il allait bien. Voilà. Mais comme quoi, le journaliste sportif, hein, Martin, tu l'as déjà dit, on est capable de tout faire. Ouais. On est capable de tout faire. Pour couvrir le sport, je pense Et qu'on que c'est est meilleur. le secteur de l'information où il faut être le plus polyvalent. On parle de finance, on Ouais. parle de Sociologie, sociologie, politique. culture. Et c'est pas une opinion qui est répandue parmi les Non, journalistes. à l'extérieur du service des sports, personne ne pense ça. Les gens croient pas que nous sommes les plus polyvalents, ça, je peux te dire ça. Mais en tout cas, j'ai Malgré démontré... la démonstration que tu en as fait encore une Oui, fois. au fait d'abord, à l'heure Ouais. du monde, tout ça, je connaissais quand même la situation. Je pouvais faire des liens avec ce que Djoko avait dit par le passé et tout. Puis il y avait aussi toute l'histoire d'Arina Sabalenka et des Ukrainiennes, évidemment. Après ça, le tournoi qui s'en est mêlé, qu'il a soustrait Sabalenka dans un dangereux précédent à ses conférences de presse. Il s'est passé pas mal de choses. Ben Honnêtement, oui. ça a été extra sportif. Ouais. Il y avait des sujets d'intérêt, je dirais. Ben bravo. Puis on est content de te retrouver. Ben, C'est... j'aurais aimé ça être encore là-bas pour finir de couvrir le tournoi, mais Mais je pas suis nous autres. content d'être là. Mais tu avais les vraies affaires. Il fallait s'occuper des vraies C'est affaires. ça. Ouais. Là, ça fera la politique internationale. Cole Caulfield a signé. Ah ouais! Il a signé Rentre à la maison. pendant que j'étais dans l'avion. en D'ailleurs, plus, quelles sont les répercussions au Kosovo de la signature de Cole Caulfield? Je vais vous Est-ce que tu peux expliquer nous ça dans expliquer un ça? instant. À suivre plus tard. Parce que Caulfield est d'origine albanaise. Ça paraît pas, là. Mais, Non, ça paraît pas. non. Non. Ted Lasso, Martin, étais-tu... Bon, moi, je vais C'est tout de une suite blague, dire... Jack, il hoche la tête comme si je venais de dévoiler une vraie information. C'est une blague. C'est pas vrai. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je m'en suis souvent confessé. Je suis un fan fini de Seinfeld. Alors, les finales controversées ou les finales décevantes, je m'y connais. Mm-hmm. Comment t'as trouvé la finale de Ted Lasso? Parce que c'est moyen, les critiques. C'est assez, à vrai dire, les gens sont un peu déçus. je Oh, pense. mais écoute, c'est difficile de terminer en apothéose une série. Bon point, Il y a, bon point. il y a très peu d'auteurs qui sont capables de faire ça. Mais Breaking Bad. mais dans l'ensemble, c'était une série. Moi, j'ai trouvé ça C'est le exceptionnel. fun. La trame principale, c'est que, en tout cas, d'un point de vue sportif, c'est qu'un coach, peu importe, tu peux diriger une équipe avec des valeurs. Tu sais, peu Ouais. importe si tu es un grand Peu technicien, importe le technicien, sport. ouais. tu diriges des êtres humains. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des conférenciers du monde du sport qui veulent s'inspirer de la façon dont les équipes sont dirigées et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était une série qui avait véhiculé des belles valeurs qui montraient ce que c'était vraiment le coaching. Donc, ça n'a pas rapport, Ted Lasso, à des adjoints qui s'occupaient de la tactique, mais de diriger. C'est un meneur d'hommes. C'est ça. Ouais. C'est un leader qui essayait de rendre les gens autour de lui meilleurs. Comme J'ai- toi, j'ai- avec nous. J'ai trouvé,
Et j'ai trouvé que c'est une très belle, très belle série, mais j'étais triste un peu que ça se termine. Ouais, non, je comprends. Ben, en même temps, je pense qu'ils ont fait le tour parce que moi, je te dirais que d'un point de vue, non pas que j'ai des ambitions là, scénaristiques, mais fallait le faire, là, partir d'une. C'était comme une blague, la prémisse. Là. Oui. C'est comme, c'était une pub au départ. Tu dis comment on va faire une série télé avec une bonne joke de 30 secondes. Ça reste c'est impressionnant là, ce qu'ils ont fait. Oui. Puis je pense que c'était bien. 3 ans, c'était bien emballé. Ils avaient fait le tour. Là. Ouais, exactement. Puis Alex, tu t'y mettras. Il faudrait. Tu t'y mettras parce qu'il y a effectivement des bonnes affaires. OK. Il paraît que Succession, c'est je viens de commencer. C'est drôle, je viens de commencer. Là. Okay. Je viens de commencer. On s'en reparle quand j'aurai fini. Oui. D'accord. Aujourd'hui, 8 ans de plus de Cole. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Est-ce que je l'ai déjà fait, ça? Sûrement. Et sortie de scène pour Patrick Roy. Point d'interrogation. C'est tellement hockey, épisode 240. Avec le retour de l'enfant prodigue, j'ai nommé notre journaliste affecté aux affaires du hockey, de la LNH et de la géopolitique mondiale, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Content de vous retrouver malgré tout, messieurs. Je me demandais s'il y avait un pléonasme dans... Non, je pense pas. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre. For me, I wanted to be here. I wanted to be here for a long time. I love where this organization's going. The mindset, the group of guys that we got, the younger players everywhere, it's just going in the right direction. And, I put myself as a huge part of this team building forward. And I think there's a lot of things that are growing inside. And I think, we're heading in the right direction. So I couldn't be more excited and proud. But I think at the end of the day, both sides kind of got what we wanted. And I couldn't be more proud. Cole Caulfield en point de presse en virtuel après l'annonce de la signature de ce nouveau contrat. Bon, il y a beaucoup de choses, là, mais en résumé, tout le monde est content. C'est à peu près ça qu'il a dit. Puis l'équipe, c'est plein de promesses. Puis enfin, il n'y a pas de grandes révélations. Alors, réaction à chaud. 8 ans, combien? C'est 25 000 de moins par année que Nick Suzuki. Nicolas. Que le petit Nicolas. Donc, ça fait, c'est 8,5. Non, 7,85. Non. C'est ça. Suzuki, c'est 7,875. Caulfield, 7,85. Pour un total de 62,8 millions sur 8 ans. Tout le monde trouve que c'est bon. Il n'y a personne qui trouve que c'est pas bon. C'est un excellent contrat pour le Canadien. Oui, c'est ça, de ce point de vue-là. Ben, en même temps, c'est un excellent contrat. C'est 60 millions de dollars aussi, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que Caulfield a dit en disant c'est beaucoup d'argent. Ben, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais je sais déjà le plaidoyer là, que va déployer Martin dans quelques instants. On te connaît tellement. Comment ça? Parce que t'es prévisible. Dans d'autres cas. Mais moi, sur la passerelle. Moi, je vais toujours me rappeler de ce que Brendan Gallagher avait dit, puis ça aussi, je vous en ai déjà parlé quand on lui demandait, parce que Gallagher a longtemps été un des joueurs les moins bien payés en fonction de ce qu'il apportait à une équipe. Là. C'était quoi son précédent contrat? 3 en bas de 4. C'était en bas de 4. 3,75, je pense. Et puis, il y avait des saisons de 30 buts là-dedans. Là. En même temps, le destin nous fait un clin d'œil. Lui fait un clin d'œil. Oui, non, mais quand même. Et puis, vers la fin de ces années-là, alors qu'il était à son apogée en termes de productivité, il aurait pu concevoir une certaine amertume par rapport à cette signature-là et tout, comme Pacioretty l'avait fait. Parce que ça a été signé en même temps à peu près Gallagher et Pacioretty et tout. Et puis lui... Pacioretty était très amer. Lui était amer, a changé d'agent. 3 fois. Oui, ça a vraiment... Il l'a pas pris, là. Et c'est une des raisons qui a mené à son départ du CH. Une des. Mais Gallagher avait dit... Lui n'en avait gardé aucune amertume, puis il avait dit « There's something to say about guaranteed money ». Et ça voulait dire, moi, j'avais signé 6 ans, la façon dont je joue, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Ça représentait quand même, dans le monde en général, énormément d'argent. Alors, j'ai jamais été frustré de cette signature-là et tout. Puis, bon, là, finalement, il y a eu un autre contrat. Puis, comme tu dis, c'est peut-être un petit clin d'œil du destin parce que là, il ne vaut plus ce qui touche. Là. Ben, pour l'instant. Pour l'instant, mais ça serait surprenant que ça remonte mais à ce niveau-là, mais quand même. Mais c'est plus pour service rendu. Mais tout ça pour dire que cette phrase-là m'était restée en tête. Tu sais, puis dans le cas de Caulfield, on pourra en parler après, mais il vient d'être opéré à l'épaule, jamais disputé une saison complète encore dans la Ligue nationale. Il est tout jeune.
tout le monde s'entend pour dire que c'est un marqueur extrêmement talentueux puis que ça va être une des pierres d'assises de cette formation-là. Ça reste qu'il a fait ses preuves, oui, mais il en reste à faire Sur un encore. petit échantillon. Puis si c'est ce que lui voulait, s'associer aux Canadiens le plus longtemps possible, ou qu'il a été convaincu par le pitch de vente de Kent Hughes qui disait, regarde, le capitaine est là pour encore 7 autres saisons, on veut vous bâtir ça autour de vous, que vous grandissiez ensemble dans l'organisation, etc. Peut-être que ça l'a convaincu, je ne sais pas, mais si c'était son désir, ben alors là, Pat Brisson a sa job, c'est de faire en sorte que son client soit satisfait en fonction de ses exigences. T'sais. Mais c'est sûr que s'il poursuit sur sa lancée, ça va être un contrat au rabais là, pour le Canadien de Montréal en ce moment. S'il devient le marqueur de 40 buts qu'on Exact. anticipe qu'il va devenir. Exact. Ouais. Et non, écoute, il y a beaucoup de choses à dire sur ce contrat-là. Regardons ce qui s'est passé à Toronto quand est venu le temps pour les 3 jeunes talentueux de l'organisation de signer leur contrat. Il y avait Brendan Shanahan qui avait dit, écoutez, moi, quand je jouais à Détroit, les on joueurs acceptait des rabais. on donnait un rabais à l'équipe pour donner une marge de manœuvre au directeur général. Et la réponse était venue très rapidement. C'était, il n'y en aura pas de rabais, vous allez nous payer à la hauteur du marché. Ça a donné des contrats assez mirobolants. 11,6 millions à Austin Matthews, à Marner 10,9, Nylander 6,9. Mais alors donc, c'est ça, ces contrats-là ont fait en sorte que quand on les regarde jouer, les Maple Leafs, on se dit, s'il y avait 2 joueurs de plus à 5 millions dans cet alignement-là, ils ont un noyau de très hauts salariés, puis le reste, un paquet de gars à 1 million au moins. Et des fois, tu as besoin de cette profondeur-là pour connaître du succès. Je pense que Kent Hughes s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait chez les Bruins de Boston au cours des 10-15 dernières années. Il nous parle toujours de Patrice Bergeron et tout ça. Patrice Bergeron aurait pu gagner beaucoup plus d'argent qu'il en a gagné à Boston. C'est un contexte de plafond salarial et il y a des agents qui abordent leurs clients comme ça, qui disent, écoute, à la fin de ta carrière, là, tu vas avoir, 100 millions, tu vas avoir gagné 100 millions. Là. Est-ce que si tu gagnes 120, tu as gagné 120 millions, mais que tu n'as pas gagné sur la patinoire, tu vas être plus heureux. Là. Est-ce que tu as besoin d'avoir 8 maisons ou 12 Porsche? Ou, à un moment donné, combien est assez? Puis est-ce qu'on peut avoir une vision collective? En même temps, tu demanderas à Phil Mickelson qu'est-ce qu'il en pense. Oui, je sais. Mais c'est ça que je dis. C'est ça. C'est ça, juste, ça dépend de... Qu'est-ce que tu peux faire de plus avec 120 millions qu'avec 100? C'est une question sérieuse, là? Ben, y a pas plein d'affaires. Non, pas tant. Il n'y a pas grand-chose de plus accessible. Si tu as 100 millions dans ton compte en banque. Non, mais c'est comme tu as dit, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux. Mais c'est pas vrai que 20 millions de plus quand t'en as 100, c'est pas vrai, cette idée-là. Nous autres, on n'en a pas d'argent. Là. On pense que entre 100 et 120 millions, il n'y a pas de différence. Il y a une différence de 20 c'est non négligeable. Parle pour toi. Là, si t'as pas d'argent. Quand je dis nous, je parlais à Alex. OK. Mais, donc, c'est ça, ça dépend de ce que l'athlète veut faire. Tu sais, donnais un exemple. Tu sais, Matthews Gagnon a demandé la totale tout de suite en commençant sa carrière. Sidney Crosby, quand il va terminer son contrat avec les Pingouins, il va avoir joué pendant 17 ans au même salaire. Là. Et il a joué à 8,7 millions, puis on s'entend qu'il valait, c'était le joueur numéro 1 de la Ligue nationale. Il aurait pu gagner beaucoup plus. Gagner beaucoup plus d'argent. Puis lui et Malkin se sont tenus dans les mêmes zones en disant... Puis je me souviens d'une conversation avec Marc-André Fleury, qui avait dit exactement ça quand il avait signé son premier gros contrat. Écoute, je fais beaucoup d'argent, puis je veux rester avec l'équipe le plus longtemps possible. Bon, alors cette réflexion-là, moi je pense, quand on regarde ce contrat-là, je pense que cette réflexion-là a été faite parce que si tu regardes le profil de Cole Caulfield, il a marqué, j'avais les statistiques, là, bon, il a marqué 53 buts à ses 123 premiers matchs dans la Ligue nationale. Je regardais qui avait fait ça. Il y a juste 9 autres joueurs qui ont fait ça depuis le lockout de 2004-2005. OK. Et les gars qui ont fait ça, là, c'est Malkin, Robertson, Patrick Laine, Austin Matthews, Crosby, Kaprizov. C'est quand même des gros noms. Ouais. Là. Et Caulfield a fait ça. Souvenez-vous de ce qu'était le Canadien il y a 2 saisons. Là. Il a joué 67 de ses 123 matchs dans une équipe qui était en déroute totale. C'était un autobus en flammes sur lequel tout le monde tirait. Là. C'était à peu près ça. Là. Et il a réussi quand même à marquer 53 buts en 123 matchs. Je pense qu'il va être un marqueur régulier de 40 buts et plus. Cette année déjà, c'était juste sa 2e année dans une équipe non compétitive.
C'était pas une équipe du premier tiers de la Ligue nationale. Et s'il avait joué toute la saison, il aurait probablement flirté avec la marque des 45-50 buts. Là. Alors, et tu regardes la façon dont ces gars-là sont payés présentement dans la Ligue nationale. Ces gars-là touchent des salaires de 9 millions et plus. Alors, Caulfield, à 22 ans, signe une entente de 7,85 millions qui l'amène jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y a de très grandes chances que ça devienne un contrat très avantageux pour le Canadien. Et j'espère que quand il va arriver à la moitié de son contrat, Caulfield ne commencera pas à faire du ressentiment, à dire... Comme Pacioretty a fait. J'espère qu'il va se souvenir qu'il était content. Parce que là, il ne faut pas oublier, là, le plafond est à peu près gelé depuis 4 ans. Ouais. Là, ça va se mettre... on va revenir à la normale après la prochaine saison. Et là, il va y avoir des hausses de plafond salarial. Il y a des contrats de plus en plus gros qui vont se signer année après année. Et dans 8 ans, l'entente de 7,85 millions de Caulfield, là, mais ça va peut-être être un vol. Si Kent Hughes marche dans le même sentier que Bergevin, il va y donner un contrat de 20 millions par année. 20 millions par année pour 8 ans encore. Pour service rendu. C'est déjà... Parce qu'il a fait ça avec Price aussi, dans une certaine mesure. Il y a juste Pacioretty qui ne l'a pas eu. Ben, Price le valait peut-être davantage, mais... Bergevin a fait ça quand il est arrivé. Il a signé Price, Gallagher et Pacioretty sur des très, très bons contrats. Et après ça, Price et Gallagher sont passés davantage à la caisse, mais reste que ça faisait partie des très bonnes cartes que Bergevin a jouées en début de règne. Tout à fait. Ouais. Et puis Price, c'était pas tant pour service rendu, plus qu'il pensait pas pouvoir se permettre de le perdre non plus. Après ça, on peut discuter de la décision si elle était bonne ou pas, mais Caulfield, c'est déjà le 74e contrat en valeur dans la Ligue nationale. Okay. Il vient de signer, puis c'est le 74e là. C'est son premier contrat. Et on parle d'un joueur qui détient le talent, qui a le plus rare. Pour être un des 5, 6, 7 à marquer 50 buts dans les 8 prochaines années. Là. Mais il y a le 74e contrat. Au moment où on se parle, déjà dans 2 ans, il va avoir comme le 100e contrat. Là, donc, c'est sûr que pour lui, c'est autre chose. Puis, on parle de 53 buts en 123? 53 en 123. N'oubliez pas qu'il a marqué 1 but en 30 matchs sous Dominique Ducharme, alors qu'il était complètement perdu. Alors là, si tu ramènes ça, ça fait 52 en 93. Ça, c'est une moyenne de 0,56 par match. On est sur un rythme de 46 buts par saison déjà. Ouais. Alors, c'est sûr que ce contrat-là, si Caulfield reste en santé, c'est sûr que ce contrat-là va tourner à l'avantage du Canadien. Cela dit, ils ont clairement établi une hiérarchie. Il y a Nick Suzuki qui est le capitaine. Caulfield en a même parlé aussi. Ça aussi, je suis surpris de ça. De cette hiérarchie-là. Ah, dans quel sens? Ouais. Est-ce que Nick Suzuki est le meilleur joueur du Canada? Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, mais tu sais en ce moment, que Caulfield ait accepté cette hiérarchie-là en disant non, c'est notre capitaine, c'est notre leader. Suzuki est un joueur, je pense, qui est plus complet, mais qui n'a pas encore un bilan défensif très reluisant dans sa carrière. Là. Équipes, comme mais il prend une grande charge de travail. C'est un bon joueur de la Ligue nationale, mais il s'approchera jamais des sphères où il y a moins d'oxygène, je pense, au même niveau que Caulfield. Probablement pas. Ouais. Alors, mais ça se compare mal aussi. Ça se compare difficilement, mais c'est un si joueur avec plus de responsabilité. Comparons à un autre niveau. Patrice chez les Bruins, Patrice Bergeron avec Pastrnak. C'est bon. Okay. Ouais. Alors, sauf qu'ils ont 10 ans d'écart à peu près. Oui. Pastrnak a signé, ça ne doit pas être son deuxième contrat, le contrat qu'il a en ce moment, c'est ça. Mais son deuxième a été de 6 ans quand même, ça a été un contrat à long terme quand même, 6,7. C'est sûr que d'un point de vue de l'agent, puis du joueur, puis de son compte en banque, plus d'argent. Le meilleur scénario, ça aurait été ça. Ça aurait été signer un contrat de, mettons, c'est ça, à un salaire semblable à celui-là. Puis ensuite de ça, tu espérer aller chercher un autre gros contrat. Exact. Puis ça, Caulfield, il le sait. Là. Je veux dire, il n'est pas... Non, son agent, c'est pas le dernier venu. C'est pas le dernier venu non plus. Ça veut dire que c'est clairement conscient, mais tu sais, Martin parlait des gars à Toronto et tout. C'est que le ressentiment, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais va beaucoup se faire par rapport, va beaucoup naître s'il y a de l'inégalité ou un déséquilibre au sein du même vestiaire. Et puis, dans le cas des Maple Leafs, John Tavares était arrivé à 11 millions de dollars. Puis c'est ça qui a déséquilibré leur format ou leur schéma. Là. Alors, dans le cas du Canadien, qui va gagner plus cher à court terme que Nick Suzuki puis Cole Caulfield? Pierre-Luc Dubois.
Non, mais en fait, ça aussi, ça vient un peu mettre... C'est intéressant, parce que là, la question va rester pertinente. Plafond. Lui, je comprends qu'il approche de son autonomie, donc plus de pouvoir de négociation, mais il n'a jamais dépassé 63 points au cours d'une seule saison. Il y a à peine plus de buts que Caulfield dans sa meilleure année. Je pense que c'est 28 ou quelque chose comme ça. L'année dernière, Caulfield en a marqué 26 en 46. Donc, lui, il a un peu plus de pouvoir de négociation, c'est sûr, mais le Canadien ne va pas lui offrir 9,5 millions. Là. Je pense que c'est de ça que ça témoigne. Ils sont en train d'établir leur hiérarchie et leur schéma financier. Mais quand le gars est autonome, il s'en fout pas mal de ta hiérarchie. Ben, il va aller ailleurs. C'est ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Là. Et puis on va conclure là-dessus, mais sur une note plus philosophique, parce que c'est notre genre. Tu disais Tavares a débalancé la hiérarchie à Toronto. C'était une erreur des DG de faire cette signature-là. Il n'y en avait peut-être pas besoin de Tavares, finalement. Non, puis c'était peut-être important. Jusqu'à quel point, c'est là que je m'en venais, jusqu'à quel point c'est important d'être strict là-dessus. De dire, mettons que Caulfield n'aurait pas voulu ou aurait dit non, moi c'est 11 millions parce que c'est ça que je vaux et c'est tout. Jusqu'à quel point est-ce que ça entre dans l'équation de dire, bon, mais là, si ce gars-là, ça l'intéresse pas de rentrer dans dans la structure qu'on veut. Non, mais... Il n'y a pas du tout ce pouvoir de négociation-là. Il ne peut pas dire 11 millions. Au-delà de Caulfield. Austin Matthews, mettons. Mais il a quand même un rapport de force, Caulfield, parce qu'il aurait pu dire donnez-moi un contrat passerelle, je ne sais pas d'autre chose que ça. Et là, ça met une pression sur le directeur général qui se dit OK, là, ce gars-là, ça va être un problème. Il va arriver à, c'est ça. Il va arriver à l'autonomie à un moment donné, puis là, la relation n'est pas bonne, puis il va partir, il va s'en aller ailleurs. Fait qu'il y a un intérêt commun à s'entendre, à trouver le bon prix. Mais je suis surpris que Caulfield ait trouvé que ça, c'était le bon prix. Je suis d'accord avec toi. Alors, il rachète 3 années d'autonomie. Moi, je suis pas surpris qu'il ait signé 8 ans. Mais je suis surpris qu'il ait... Justement, s'il était pour s'entendre à long terme, j'aurais cru qu'on aurait été dans le 9,5. Oui. Et tu sais, quand il va arriver, quand tu arrives à 30 ans, tu signes un contrat... Il y a des bonnes chances que tu signes un contrat moins avantageux que quand tu as 27 ou 28 ans. Ouais, on s'entend. Ouais. Pour une équipe, te donner un contrat de 8 ans quand tu as 30 ans, c'est pas la même chose. En termes de durée, non. En termes de durée, c'est ça. Mais en termes de valeur, tu sais. Parce que quand tu signes à 30 ans, si tu signes à long terme, le directeur général, il prévoit une décroissance à un moment donné. Ouais. Là. Ils disent, écoute, c'est prouvé, voici les chiffres. Là. À 36 ans, tu ne marqueras pas autant de buts que tu en marquais à 27, donc on va ajuster ça. Et c'est comme une occasion. Tu perds des années extrêmement lucratives sans savoir à quoi va ressembler le marché dans 6 ans. Alors, c'est une très, très bonne signature. Kent Hughes bien négocié ça. Très, très bien négocié. C'est un bon vendeur. Mais il aurait pu aussi y avoir contrat passerelle sans que ça annonce un divorce annoncé non plus. Là. Il y a des organisations qui s'entendent bien. Tu sais, le Lightning a fait ça avec Point, Sergachev, Cirelli, Chernak et compagnie. Puis les gars ont été payés après coup, là. Mais c'est ça. Donc, il aurait pu donner, je sais pas moi, 6,5, mettons, à Caulfield pendant 3 ans. Puis, dans 3 ans, il l'aurait payé probablement 9,5-10, s'il en marque 40, là. Donc, c'est sûr que c'est un bon contrat pour le Canadien. OK. Puis, Dubois? Non. Ben, Pierre-Luc, ça m'apparaît assez clair que ça dépasse... Si jamais l'intérêt est encore... marqué, et puis qu'on tente une offensive là-dessus, ça m'apparaît assez clair qu'ils n'iront pas au-delà de 8 millions de dollars par année. Là, je serais vraiment surpris. Non, mais c'est parce que je prends cet exemple-là, mais si c'est Nick Suzuki le plus haut salarié, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un meilleur joueur que lui? Ou du moins, à quel moment ou dans quelles circonstances est-ce que cette hiérarchie-là change? T'sais? Bien, si on prend Dubois, par exemple, qui arriverait à l'autonomie puis qui est en un autre stade de sa carrière puis qui a justement... il y a presque les coups des franges, ben lui aurait les moyens de dire, regardez, donnez-moi au moins le même montant ou à peu près. Si Dubois débarque à l'aube de son autonomie puis qu'on lui donne 8 millions de dollars, je pense pas que ça va tant que ça fait de la chicane, dans les brancards. Les gars comprennent la business aussi. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas arriver avec un salaire de 9,2 là. Ça marche pas. Ou 11! Mais souvenez-vous, quand on avait rencontré Kent Hughes au début de la saison, je ne sais pas si on était hors... C'est là, vous avez fait ça sans moi, là. Je vous fais honte, là. Mais t'as pas voulu. On n'a pas enregistré. Non, mais on avait choisi de faire ça table éditoriale à l'écrit, ce qui est très bien parce que ça permet d'autres... Mais ça, Kent Hughes avait dit, quand tu construis une équipe, tu
tu crées ton noyau et tout ça, et ce sont les dernières pièces que tu vas chercher pour avoir une équipe gagnante qui coûte cher. Fait que, tu sais, ça va pas devenir une religion, ce chiffre-là, là, pendant le temps. La hausse des salaires va faire en sorte qu'il y a des gars qui vont gagner plus cher éventuellement. Mais c'est ça, quand ils vont juger qu'il y a une pièce qui est essentielle, s'il faut aller la chercher, qu'elle coûte cher, ils vont aller la chercher. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ben oui, ça fait 30 ans. Mais on en a parlé récemment de la dernière conquête de la Coupe Stanley. Mais pourquoi? C'était quoi notre... Est-ce qu'on était juste en avance sur l'anniversaire? Probablement qu'on est toujours en avance. Toujours en avance. On est en avance sur notre temps. 30 ans, la dernière Coupe Stanley du Canadien. Peut-être ça, Alex, toi, t'as pas... Moi, j'ai assisté au match numéro 2 avec mon père. Ah oui, c'est ça, on en a parlé. On a demandé à nos suiveurs sur les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport quel était leur souvenir, leur plus beau souvenir de cette conquête, cette dernière conquête. Il y a, écoute, de très beaux témoignages. Mais ça commence avec Arcy sur le book qui dit qu'il faut avoir au moins 40 ans pour s'en souvenir, ce qui est 38, pas loin. Ce sont pas mal mes premiers souvenirs. Ouais. Mais ça reste hallucinant à quel point il y a de plus en plus de monde qui n'étaient pas nés. On les plaint. Richard, toujours sur le book, dit « Parmi les souvenirs que j'en garde, j'ai conservé tous mes exemplaires de la presse de 93, le Cahier des sports. Vous vous souvenez de ça? Les caricatures? Ouais, je me rappelle. Oui, c'est quelque chose. Toujours sur le book, Julie, les nombreuses victoires en prolongation, un moment intense gravé dans mon cœur pour toujours. Mon père aurait capoté à être là. Ça, il y a beaucoup de ça, de trucs familiaux comme ça. Yves dit, j'y étais, on était à la fin de la partie, il commençait à faire du grabuge. Enfin, on a eu notre Coupe Stanley. Toujours sur le book, Israël, un club de col bleu soudé pour une équipe en mission, travail et détermination. Du haut de mes 10 ans, ça m'a fait comprendre que l'effort que tu mets dans tout ce que tu fais vaut plus que le talent naturel. Moi, j'ai toujours pas compris ça. Non. Il y avait quand même, tu sais, Danfous, Muller, Desjardins, Patrick Roy. Il y avait un petit peu de talent. Il y avait un petit peu de talent. Il y avait un petit peu de talent. Il y avait quand même des petits talents, là. Puis une dernière sur le book que j'ai beaucoup aimé, Geneviève Tremblay, qui dit « C'était le soir de ma collation des grades à l'Université de Montréal. Je prononçais le discours des étudiants à la fin et j'ai donné le score du match. Les gens avaient leur Walkman. J'ai été chaudement applaudi. » C'est excellent. Puis un petit coup d'œil sur le Twitter. Seth Goat, il dit de la France, je découvre cette année la LNH en 93 et ça finit par une conquête. Que demander de plus? Être fan du CH à vie, évidemment. Puis Ligue républicaine de hockey, il y en a deux. Le tour du chapeau d'Éric Desjardins au match numéro 2. Puis les paroles de Bob Cole, qu'on entendait souvent dans le jingle d'ouverture. Est-ce que c'était de Mitch Melnick? Je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais qui disait, c'est ça, « Now the 24th Stanley Cup banner will hang from the rafters of the forum ». C'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai juste des souvenirs farfelus de cette soirée-là. Parce que toi, tu travaillais. Je travaillais. J'ai été dans le vestiaire après le match, tout ça, mais je me souviens, avant de sortir du forum, j'avais écrit mon texte, je m'en allais, soirée de travail terminée, puis il y a un gardien de sécurité qui s'est posté devant moi, puis on appelait ça les policiers du forum dans le temps, il y avait vraiment des uniformes de policiers, puis il avait dit « Je t'avertis, si tu franchis cette porte-là, c'est à tes propres risques. » Puis là, j'ai dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Moi, j'étais arrivé au forum, c'était festif, ensoleillé, c'était la fête à l'intérieur. Puis là, je suis sorti, puis j'étais sur la rue Lambert-Classe, la sortie. Puis je me souviens de m'être tourné la tête. Puis sur la rue adjacente, la foule était massée de chaque côté de la rue. Puis je me souviens avoir vu un arbre survoler la rue. Là, j'ai dit, oh, il y a quelque chose. Ils ont lancé un arbre. Là, je parle d'un arbre avec, je sais pas, mettons, 10 cm de tronc, là, mais c'était quand même c'était quand même un arbre imposant là, qui a survolé la rue. Puis là, je suis allé à ma voiture, puis j'allais rejoindre des amis. On allait prendre une bière, je pense, sur la rue Saint-Denis. Puis dans mon chemin, sur la route, c'était comme si c'était une zone de guerre. Là. Je croisais des autopatrouilles qui n'avaient plus de portes, des autopatrouiles qui n'avaient plus les gyrophares. C'était complètement fou. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre qui a éclaté. On n'avait pas vu ça venir. Mais je pense que c'était arrivé pas mal à Chicago à l'époque.
quand Michael Jordan et les Bulls remportaient des championnats OK. à répétition, là, Le monde en profitait pour... il y avait des émeutes, puis après ça, on faisait enregistrer des messages par Michael Jordan pour dire, là, si on gagne, S'il vous plaît. fêtez comme des vrais partisans, détruisez pas la ville. Mais à Montréal, on n'avait pas eu cette prévoyance-là, mais ça, j'ai des souvenirs assez... C'est ce qui m'est resté le Mais plus de cette sinon, soirée. sur Saint-Denis, après, est-ce que tu t'es rendu jusqu'au... Oui, je me suis rendu. J'imagine, parce qu'il y avait des témoignages de ça. On est allé fêter après. Est-ce qu'il y a... C'était Une fois la festif. zone de guerre passée, Ouais. là, est-ce qu'il y avait... Puis durant toute cette épopée-là, en série, dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout ça. Le Canadien jouait, gagnait souvent en prolongation. Puis là, les gens sortaient de leur maison spontanément par la suite. Puis les gens klaxonnaient pour signifier qu'ils étaient contents. Ça fait que c'était comme rendu comique. Là, tout de suite après le match, tu sortais de chez toi puis tu entendais des klaxons partout, les gens qui étaient heureux. Donc, ça a été... ça avait vraiment été une randonnée éliminatoire particulière. Tu sais, j'en avais connu plusieurs autres enfants, mais celle-là avait vraiment été très, très festive. Là. C'était pas une coupe qui était attendue. Puis ça avait commencé par une victoire contre les Nordiques. Fait que déjà... Oui, je les ai sautés, mais il y a beaucoup de témoignages aussi. Leur plus beau souvenir, c'est les deux- victoires des Nordiques. c'est ça, Comme, victoire des OK, Nordiques. Non, d'accord. mais c'est ça. Pour les partisans du Canadien, c'était comme deux cadeaux de Noël la même année. Donc, ça a vraiment été spécial. Aujourd'hui, on n'attend pas d'avoir gagné la Coupe Stanley pour mettre le feu. Non, après la première ronde, Une ronde. Dans c'est 2008, assez. contre les Bruins, C'est assez. je me rappelle, le Canadien avait gagné en 7, puis les autos de Regarde, police renversées. il faut ce qu'il faut, puis, là. la casse, on n'avait pas Il attendu. faut saisir les opportunités. Mais cela dit, par de beaux printemps, quand tu marches dans la rue, que le Canadien marque en série, tu peux entendre les gens de leur salon Ah oui. célébrer. Puis ça aussi, t'as pas besoin d'être sur ton Twitter pour savoir qui a marqué. 3, 2, 1, Honnêtement, je suis pas capable de l'exprimer. Je suis tellement content. Je suis tellement fier de nos joueurs. C'était un processus qui a commencé il y a 5 ans. Patrick Roy, justement, un des grands artisans de cette conquête de 93, je m'étais pas fait la réflexion, là, mais c'est ça, on parle du 30e. Roy tire sa réveille. Bon, enfin, il quitte le hockey junior. Il y a peut-être quelque chose là. On va parler de la finale de la Coupe Stanley là, tantôt. Là. Soyez rassurés, mais c'est ça. Je pense que ça. On en a parlé un petit peu de Roy la semaine passée, Martin. On se demandait un peu c'était quoi son avenir. D'ailleurs, il semble y avoir beaucoup moins d'options là, depuis une semaine. Est-ce qu'il y en a eu des options au fond? C'est ça, peut-être qu'on a toujours pensé. Mais enfin, on pourra peut-être explorer d'autres choses. Mais juste avant, tu sais, c'est quelle façon d'abord de quitter. Puis, tu as écrit là-dessus cette semaine. Là, je crois comprendre que c'est Simon Gagné qui va prendre sa place. C'est pas le même profil. Non, c'est pas. C'est pas le même profil. On verra. Je vais m'interrompre. Je vais vous interrompre et m'interrompre moi-même. C'est-à-dire que le dénominateur commun qu'il y a, puis je sais pas si c'est ce que tu voulais mettre en lumière dans ta chronique, mais c'est une autre vedette, c'est une grosse vedette. Oui. Puis je sais pas si c'est juste ça, jusqu'à quel point ça a joué dans le succès commercial que les Remparts ont eu quand Patrick Roy s'est amené derrière le banc. Mais bon, reste que c'est un gros nom là, dans les mêmes stratosphères. Oui, mais Patrick Roy, parmi les super vedettes ou les membres du Panthéon, il y a une aura quand même spéciale autour de Patrick Roy. C'est quelqu'un qui laisse personne indifférent. C'est un personnage polarisant. Et c'est un homme de hockey qui est particulièrement passionné. Ouais, c'est ça qui le démarque. C'est ce que je soulignais dans ma chronique. C'est remarquable. Tu regardes l'aventure de Roy et de Jacques Tanguay qui se termine avec les Remparts de Québec. Tu regardes ce qu'ils ont fait quand ils ont acheté cette concession-là en 1996. C'était les Harfans en 1996, oui, c'est ça. Et c'était les Harfans de Beauport. Il n'y avait plus personne qui allait voir du hockey junior à Québec. Il y avait moins de 900 spectateurs par match. Ils ont sans doute payé ça une bouchée de pain. Le plan, c'était de les déménager au Colisée, de faire revivre les Remparts. Et dès le moment où ils ont fait ça, Patrick Roy, lui, jouait encore dans la Ligue nationale, mais il était
tellement passionné par ce projet-là. Il demandait qu'on lui envoie les films des matchs au Colorado, qu'on lui envoie les coupures de journaux. Il suivait l'équipe de façon quotidienne, même s'il était loin. Il a joué encore 6 ans dans la Ligue nationale. Mais déjà, la crédibilité qu'ils ont donnée à ce projet-là, les remparts ont commencé, sont partis de... Les Harfans étaient derniers au chapitre des assistances dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. On gravit les échelons et quand Patrick Roy a posé le pied derrière le banc en 2005, c'est devenu la concession de hockey junior canadienne la plus populaire. Ils ont battu des records d'assistance. Et dès que Roy est parti dans la Ligue nationale, les assistances ont commencé à chuter un peu. Et quand il est revenu en 2018, c'est revenu. Donc, c'est vraiment... Il y a un lien. C'est drôle à dire, mais c'était la plus grande vedette de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et probablement du junior canadien. Les vedettes ne font que passer dans la Ligue junior majeure du Québec. Lui, il restait... T'sais, un gars comme Sidney Crosby, tu vois ça surgir au McKinnon, tu vois ça surgir à tous les 8, 9, 10 ans. Ça dure 2 saisons. Ils jouent à 16 ans. Ils font des performances impressionnantes pour un joueur de 16 ans. Ils jouent à 17 ans et tu ne les vois même pas à leur apogée comme joueur junior. Ils s'en vont par la suite. Mais ça, Patrick Roy, lui, c'était comme si tu avais un joueur vedette comme ça, année après année pour les remparts. Donc, c'est une perte énorme. Et moi, je lève mon chapeau, je reste impressionné par sa passion. Les gars qui ont ce statut-là, généralement, quand ils mettent fin à leur carrière comme joueur, ils veulent accéder à des postes de direction. Je parle des super vedettes, là. Parce que les postes de direction, tu es plus en contrôle. Tu n'es pas susceptible de te faire congédier tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et lui, Patrick Roy, a choisi d'aller derrière le banc. Il a choisi de se promener en autobus pendant 13 ans dans les rangs juniors. Il a choisi d'avoir les pieds près de la surface de jeu parce que c'est ça qui le passionne. Alors, je lui lève mon chapeau, mais c'est ça. Bon, et avec tout ça, on est en pleine finale de la Coupe Stanley. Ça paraît pas bien depuis qu'on a commencé. Quoique... Parce qu'elle nous intéresse pas, ce final-là, c'est pour ça. On boude. Ouais. On boude. On devrait pas, parce qu'on est peut-être en train d'assister à quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, vraiment. Quelque chose où est-ce qu'il y a un peu du Québec là-dedans, mentionnons-le, mais souviens-toi, Martin, la semaine passée, quand on a parlé de comment on envisageait les choses, je te disais, j'ai un de mes chums, on a tous pris Panthers, mais je te disais, j'ai un de mes chums qui m'a texté pour son pool, j'ai dit, Vegas. Je suis un peu content parce que ça reflète l'ambivalence qui m'habitait, mais entre nous... Écoute, moi, j'ai essayé d'obéir tout le long de ce printemps à la règle « montre-moi un bon gardien ». Puis c'est là-dessus que je me suis basé pour pondre quelque chose en vue de cette finale-là. Puis, est-ce que pour une deuxième année de suite, on est en train d'assister à l'effritement de cette règle-là? J'en ai parlé un peu plus tôt aussi, mais tu sais, l'Avalanche, c'était un peu le contre-exemple de ça. C'était pas le gardien dominant qui allait jusqu'au bout. Puis c'est un... Puis là, je sais que c'est une question, c'est alambiqué un peu parce que... Le bon gardien, montrez-moi un bon gardien. Il y en a un bon gardien dans cette série-là, mais pour l'instant, c'est pas Bobrovski, mais le premier match, Vegas l'a dominé, il a gagné, la logique a été respectée. Le deuxième match, les Panthers ont eu plus de chances de marquer que les Golden Knights. Ils ont eu plus de possession de rondelles. Les statistiques avancées disaient que les buts attendus, la statistique des buts attendus disait que ça aurait dû se terminer 4-3 pour la Floride. Alors, Adden Hill a été absolument magistral devant le filet. Donc, il a changé le cours de cette série-là dans un match. Donc, c'est 2-0, mais... Et souvenons-nous, on donnait tous pas très cher de la peau des Panthers au premier tour quand ils tiraient de l'arrière contre les Blues de Boston. Sauf toi, là, mais toi, tu connais quand ça. ils tiraient de l'arrière, moi, c'est le... D'ailleurs, ça me fait penser, dans ton titre sur ta dernière chronique, quand tu parlais des idiots utiles, je pensais que je serais mentionné, mais en fait... Non. Fin de la parenthèse. Toi, t'es inutile. Wow. C'est très bon, c'est très bon. Tu l'as sorti du stade? Oui, c'est bon. Donnée. Mais là, je t'ai pas interrompu à peu près, remarque. Tu sais à quel point je t'aime. Oui. Alors donc, c'est ça. Cette série-là, à mon sens, n'est pas terminée. Et la façon dont les Panthers jouent, avec énormément de robustesse, puis ils essaient de déranger, tout ça, on dirait qu'ils ont les pieds
camper sur le sol en se disant ça va être une longue série, puis on va l'avoir à l'usure et on va finir par déranger. Mais là, c'est ça, les matchs à domicile vont être très, très importants. Et même si ça s'est terminé 7-2, donc dans le deuxième match, en voyant que de façon générale, les Panthers ont réussi à se ressaisir et à générer quand même de l'attaque. C'est pas fini. Je me dis que c'est pas fini, Ouais. mais de l'autre côté, tu vois que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur. Puis un gars comme Radko Gudas là, tombe en morceaux. Et c'est drôle de voir que c'est maintenant lui qui se fait frapper par tout le monde et qui il y en a. Tu sais, c'est quoi le dicton c'est mieux donner que recevoir, mais là, il reçoit. Il a beaucoup donné et là, il reçoit beaucoup. Disons qu'il a craché en l'air et que ça retombe dans le C'est face. ça, il y a une justice immanente qui s'applique. Donc, cette série-là a encore le potentiel de devenir très intéressante, mais pour l'instant, faut qu'il se ressaisisse là, parce que ça peut se terminer très vite. Ouais, est-ce que c'est arrivé juste 5 fois dans l'histoire de la Ligue qu'une équipe soit en mesure de renverser la vapeur en finale de la Coupe Stanley après avoir perdu les 2 premiers matchs? Mais bon, qui sait? C'est arrivé. C'est arrivé. Ça se peut. C'est arrivé plus d'une fois. Les plus récents étant les Bruins de Boston de 2011 contre les Canucks de Vancouver. Et puis je me rappelais pas aussi, mais quand les Penguins ont gagné leur première coupe en 2009, Il avait perdu les 2 premiers matchs. oui, contre les Wings. Il s'était fait battre par les Wings l'année d'avant, en 2008. Ouais. Je me rappelais qu'il avait gagné en 7, mais honnêtement, je me rappelais pas qu'il avait perdu les 2 premiers matchs. Puis j'aurais pas cru qu'il aurait pu renverser. Mais bon. Alors oui, à voir. Mais puis là, tu sais, Je sais pas si Maxime Talbot a payé une bière avec ses 2 buts. à Pittsburgh suite à ça. S'il a bu gratuitement à Pittsburgh pour le reste de... Ben, ça serait la moindre des Ça choses. serait la moindre des choses. Ça serait la moindre des choses. Ben, probablement qu'au restaurant de Christopher Le Temps à Pittsburgh, qui est très bon d'ailleurs. Ah oui? Meat and Potato, je pense que ça s'appelle. Je sais plus. Hein? C'est un nom un peu de base comme ça, mais c'est excellent. Je suis déjà allé souper là, c'est très très bon. Mais là, comment ça, j'étais pas au courant. Au resto de Chris Le Temps, j'imagine qu'il boit peut gratis, boire ouais. gratuitement. Là, avec ses 2 buts, parce qu'il avait marqué les 2 buts de la finale. Du Oui, 7e oui, match. oui. Donc, voilà. Bref, ça pour dire, ça se peut. Mais tu sais, Ketchuk s'est un peu perdu dans ses vieux travers, je trouve, dans ces 2 matchs-là. Il fait beaucoup de bruit, mais pas en jouant au hockey. Il essaie de déranger tout le monde, mais les gars ont comme... Ils se sont passés le mot, puis clairement, ils ne se laissent pas déconcentrer par ces jérémiades. Alors, je sais pas, là, ça va être vraiment difficile. Et Bob Robski, soudainement, a l'air de bon Bob- vieux Bob des dernières saisons. C'est pas le bon Bob. hein. Non, on n'a pas Non, de bon Bob. Est-ce que c'est la pause de 10 jours, de 9 C'est long quand même. C'est vrai. C'est un peu long. Tu sais, ça peut... l'arme est un repos, disait souvent Guy Boucher, mais... à un moment donné, Pierre Dorion a dit « Je ne veux plus jamais entendre ça. Hein. » Le repos est une arme, oui. Ouais, c'est ça. Là. L'arme est un repos, c'est ça que j'ai dit? Oui. Ouais, je suis encore sur le décalage horaire. Je suis désolé. Mais alors, ça va être difficile. On le souhaite parce que ça ne fait pas à date une grande finale. S'il fallait que Vegas mène 3-0, ça serait décevant quand même. Mais juste un petit mot en terminant sur... Tu sais, on se disait, probablement au début de la saison, mais qu'est-ce qu'ils font à Vegas? C'était tellement bien parti, puis là, ils se sont mis à échanger tous leurs choix, puis tous leurs joueurs pour aller chercher des gros noms, puis... L'année dernière, je me rappelle très bien que tu avais dit Vegas, c'est terminé. Non, T'avais puis dit ça, je le pensais. Mais il parlait pour la saison dernière. Ouais, voilà. Non, mais c'est parce que tu regardes la chronologie des événements, puis c'est difficile de trouver un sens, tu sais, à tout ça. Ça ressemblait juste à l'assemblage de vedettes. Ce que les Rangers faisaient. Ce qui a été démontré souvent que c'est pas garant de succès. Mais parallèlement à ça, puis paradoxalement à ça, forcément que quand tu mets des bons joueurs ensemble, il y a des chances que ça se peut que ça fasse une bonne équipe. Ils ont gardé 6 de leurs joueurs de la toute première édition d'il y a 6 ans. Mais ce ne sont pas des super vedettes. Ce ne sont pas des super vedettes, mais ce sont des joueurs extrêmement utiles. Je me rappelle très bien quand Jack Eichel est arrivé et qu'il y avait des problèmes de plafond salarial, on disait, parce que Riley Smith arrivait à terme, là, c'est sa dernière année de contrat. Et puis Smith se faisait poser des questions du genre, on dirait que t'es comme... T'es comme le gars de trop. Là. Ouais, c'est ça. Le gars de trop. Le gars de trop qui, à partir du moment où Eichel va revenir dans la formation, ben, il va avoir des dégâts... Des dommages collatéraux. Dommages collatéraux, exactement. Il va avoir des dommages collatéraux. Puis ça va être toi. Et puis ça ressemblait à ça. Et finalement, ils ont trouvé le moyen de réarranger leur structure salariale, de garder ce gars-là qui faisait un peu partie du cœur de ce qu'il faisait depuis le début. Tu sais, le trio Carlson, Smith puis Jonathan Marchessault est là depuis vraiment les tout débuts. Alors,
il y a de ces gars-là. Puis en défense, oui, ils sont allés chercher Pietrangelo comme vedette, mais sinon, c'est beaucoup de gars. Tu as beaucoup de cols bleus, mais qui se sont fait un nom, là, qui sont vraiment solides. Je pense à Braden McNabb, Nicholas Hague, tout ça, qui sont d'excellents défenseurs défensifs, mais qui sont pas... Artinaez, c'était un ajout, mais c'était précis, c'était chirurgical. On allait chercher ce qui manquait. Alors oui, Eichel, Pacioretty, Stone, c'est surtout pour ça. Puis à chaque fois qu'il y avait un grand nom, on entendait « Ah, Vegas est dans le coup, Vegas est dans le coup ». Mais tu sais, devant... On dit toujours que ça prend un grand gardien pour remporter la Coupe c'est Stanley. ça qui est étonnant, là, honnêtement. Ils ont commencé la saison. Il y en a combien de gardiens cette année? 4, 5? Leur plan s'était écroulé. Leur gardien est allé sur la liste des blessures, des blessés. Tu parles de Lehner, là? Oui, Robin Lehner qu'on a oublié. Est disparu du paysage. Puis, là, ils pourraient gagner la Coupe Stanley avec leur deuxième gardien devant le filet. C'est quand même... Leur deuxième, c'était... Le deuxième... C'était loin. Il n'était même pas deuxième au début, là. Oui. Adam Hill, ils ont utilisé 5 gardiens cette saison. Ouais. Donc, il y a eu Laurent Brossoit, Logan Thompson qui était parti. Ils ont commencé les séries avec Laurent Brossoit. Ben oui, Thompson a été le numéro 1 en début de saison. Donc, Adam Hill n'a jamais vraiment été... Ils sont allés chercher Jonathan Quick. Lehner n'était pas là. Bref, c'est vrai, c'est étonnant. Sauf qu'ils se sont quand même attaqués à toutes leurs lacunes. Pendant longtemps, on disait William Carlson était le premier joueur de centre de cette équipe-là. Il n'y en avait pas d'autres et tout. C'est Chandler. Quand ton premier centre s'appelle Chandler, il faut que tu corriges ça. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher Jack. Oui, là, ça sonne comme un premier centre. Le Jack, Chandler puis William, ça fait quand même une bonne ligne de centre. Ouais. Alors, ils se sont attaqués à toutes leurs failles, les unes après les autres, quitte à sacrifier des gars comme Pacioretty pour absolument rien. Juste pour se faire de la place. Qui d'autre? Ils en ont fait Riley plein, Smith à ce moment-là. Ouais. Mais il me semble qu'ils en ont laissé. Il me semble des joueurs. Des joueurs qui ont échangé contre rien. Marc-André Fleury. C'est ça. C'était comme une façon de faire à Vegas. Ou aussi quand ils ont échangé Nate Schmidt pour faire de la place pour aller chercher Pietrangelo, on disait ils touchent encore à leur cœur et leur âme. C'est un gars ultra apprécié dans le vestiaire, un bout en train, qui s'était fait un nom là-bas, qui avait un gros contrat qu'eux leur avaient donné et tout. Finalement, ils sont capables de s'en passer de Nature. Est-ce que la Coupe Stanley va être gagnée quand on se reparle mercredi prochain? De fortes chances. Okay. Là, ils jouent jeudi, samedi, puis il y a des chances. C'est ça. C'est bon, ça. Attends. Jeudi, samedi, puis mardi, ça voudrait dire... encore 3 matchs? En 5, c'est ça. Non, ça sera pas... Ça sera pas gagné. On pourra pérorer sur les prouesses de Jonathan Audi Marchessault. C'est un clin d'œil au Rempart, d'ailleurs, parce que moi, je me rappelle, quand il jouait pour les Remparts, il portait encore Audi Marchessault. Oui. C'est toute une histoire. On en parlera la semaine prochaine, mais moi, je pensais pas que Marchessault deviendrait ce joueur-là dans la Ligue nationale. On a un petit peu tendance à pas en parler assez. Mais parler assez, c'est assez. C'est assez parler. Là, ça fera... C'était... Oui. Toi, de toute façon, tu vas profiter d'un petit repos, là? Je suis le grand voyageur. J'ai pris congé hier parce que là... Mais là, tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails. Là, tu peux dire oui. D'accord. Tu me poses des questions. Non, mais je veux pas que tu t'intéresses pas vraiment à la réponse. Je veux pas que tu te dévoiles, là, que tu dévoiles ton activité. Non, léger repos parce que quand même, on prépare le repêchage. Oui. Nashville, ça s'en vient vite. Normalement, je serais allé à la combine. Oui, t'es pas aux combinaisons? Je suis pas à la combine cette semaine parce que ça c'eût été trop. D'accord. Mais, oui. Toi, Martin, tu es à la combine? Pas de combine? Pas-tu des combines? J'ai des combines, mais je vais pas à la combine. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toujours un plaisir. Et Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup. Content de te retrouver. Pareillement, messieurs. Cette émission est signée Jacques-Alexis Bernardin. J'ai ça. Signe sur la lentille. Signe, Jack. Ah ouais, caméra. Signe. Écrit Kosovo. Ouais, c'est ça. C'est un message politique sur Haïti. Alors, Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de cette émission. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Y aura-t-il une Coupe Stanley? Est-ce que la Coupe Stanley va se montrer, aura vu son ombre la semaine prochaine? Soyez là pour la réponse. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.